Faire sa veille, anticiper, communiquer, évoluer, changer. Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de nous aider et à voir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent, à nous RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti et bonne écoute. Hello à tous et à toutes. Écoutez, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline McNaughton, une femme engagée et visionnaire. Caroline est une ancienne avocate, fiscaliste, qui a transformé son expérience perso en une véritable mission professionnelle. Elle a fondé en 2018 Mighty Millie, qui est la première communauté d'aidants experts pour accompagner les entreprises dans la prise en compte des salariés aidants. Avec Mighty Millie, elle combine aidance, neurosciences et management pour répondre à un enjeu majeur, qui est un vrai mantra pour elle, concilier vie professionnelle et aidance. Caroline est aussi conférencière, formatrice et remplie d'énergie et de pragmatisme, vous allez l'entendre. Caroline, merci et bienvenue sur le podcast. Merci. Tu vas bien ? Très bien, merci Florent. Avec très très heureux de t'avoir parce que je vis à Rennes, tu vis en Belgique, voilà. À Bruxelles, et on a réussi à se retrouver à Paris voilà. pour enregistrer cet épisode, donc j'en suis super ravi. On va venir bien sûr sur Mighty Millie. Pour préparer l'épisode, je suis allé sur votre site, etc. Donc j'ai découvert énormément de données hyper intéressantes, des chiffres que je ne connaissais même pas, qui m'ont surpris, mais tu vas nous en parler beaucoup mieux que moi. Avant toute chose, je ne sais pas si tout le monde te connaît, est-ce que tu peux nous raconter donc ton parcours et ce qui t'a amené à créer Mighty Millie ? Ok, alors comme tu as dit, j'ai commencé par être avocate fiscaliste et je suis devenue directrice fiscale. Et maintenant, je suis aidante experte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je passe ? Directrice fiscale, c'est pas drôle comme métier. Non, c'est pas drôle. Ça permet de faire économiser des impôts aux entreprises. Elles en ont besoin, il me semble. Voilà. Mais c'est un parcours. Donc, je vais vous raconter un peu mon histoire personnelle pour voir comment je suis arrivée sur ce nouveau métier d'aidant expert que généralement les gens connaissent pas tellement. Donc j'avais j'avais une carrière qui dans le droit qui fonctionnait bien, j'avais des ambitions professionnelles, j'étais très bien reconnue par mes managers et puis je pense que j'avais trouvé un bon équilibre de vie avec ma vie privée et ma vie professionnelle. Et puis un jour, ma mère, qui était vraiment mon pilier, ma confidente, elle a eu besoin de moi. Et en fait, il y a eu très rapidement un diagnostic sur une maladie neurodégénérative qui a fait que sa vie, elle allait changer et dans la foulée, la mienne aussi. Donc j'ai dû mettre en place toute une organisation pour prendre soin d'elle et véritablement c'était organiser la vie dans une deuxième maison, un parcours de soins, un soutien évidemment moral, mais aussi un soutien dans la gestion administrative, un soutien financier, un soutien dans la mise en œuvre du lien social autour d'elle. Et tout ça, ça a pris beaucoup de temps. Alors évidemment, dans mes soirées, mes week-ends, mais immanquablement, ça a commencé à déborder sur mes journées de travail. Parce que très concrètement, quand un médecin vous appelle pour vous parler du pronostic de la maladie en pleine journée, ça t'appelle, vous le prenez. Oui. Voilà, donc j'ai appris à jongler, à jouer un peu au Tetris. C'est un peu un jeu de Tetris quand on est aidant. C'est que vous mettez en place des choses et puis tout d'un coup, il y a un bloc qui tombe de nulle part. Il faut tout réorganiser. Donc des effets effectivement sur le travail, j'en ai pas beaucoup parlé, c'était assez fatigant et en fait un jour, immanquablement parce qu'il y a des prises de congé, on est obligé de s'absenter quand il faut gérer des urgences de santé auprès de son proche. Immanquablement, mon manager m'a dit, parce que il avait compris, c'est très bien, tu t'occupes de ta maman, je comprends très bien. Maintenant, tu comprendras que les dossiers à enjeu, c'est terminé.
Et moi, ce que j'ai entendu ce jour-là, c'est tu n'as plus ta place ici. Donc, ce qui m'a vraiment frappée, c'est de me dire je m'occupe d'un proche et en fait, on me dit que j'ai plus d'ambition professionnelle. C'est un peu la double peine quand même. Et c'est ça qui m'a amenée à. J'ai commencé par faire des tas de recherches, interviewer des dizaines et des dizaines de personnes qui étaient dans ma situation. C'est là que j'ai découvert le fameux mot aidant, que beaucoup de gens ignorent. Et j'ai mieux compris en fait de quoi on parlait et surtout de l'ampleur du sujet. C'est un sujet qui est universel. Être aidant, c'est s'occuper d'un parent qui vieillit, mais ça peut être aussi un conjoint qui a une maladie, un cancer, un enfant, un ami, la famille de cœur en fait, au sens élargi, vraiment un proche. Et c'est un rôle qu'on exerce tout naturellement. Comme ça produit des effets sur le travail, mais on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail après, c'est un sujet sur lequel les entreprises ont vraiment un rôle à jouer. Et moi, en constatant qu'il y avait un manque à combler dans les entreprises, c'est comme ça que je me suis lancée et que j'ai créé Mighty Millie en 2018 pour aider les entreprises à bien accompagner leurs collaborateurs dans la conciliation de leur travail et de leur rôle d'aidant, et surtout le maintien de leurs ambitions professionnelles et de la performance de l'entreprise. Ok, c'est extrêmement clair. Pas cool ton ancien employeur quand même? C'est un peu cool. Je pense que, pas cool, j'irais pas jusque-là. Tu penses qu'il avait pas pris conscience du sujet? Je pense que c'est, en fait, et on le voit en fait dans la plupart des entreprises, le sujet aujourd'hui, il est très géré au cas par cas. C'est-à-dire que si j'ai la chance de tomber dans l'équipe où j'ai un manager hyper empathique, il va m'accorder une flexibilité, une compréhension, etc. Et si je tombe dans l'autre équipe où c'est pas le cas, donc on voit qu'il y a un problème d'inéquité en fait dans les entreprises. Et tout ça vient très fort du fait qu'il y a un manque de compréhension, de connaissance, d'harmonisation, d'approche. C'est plus lié au manager qu'à la culture de l'entreprise en fait. C'est un peu les deux, en fait. La culture de l'entreprise, elle doit diffuser. Et alors, elle part du haut, elle part aussi du bas. Mais je pense qu'il faut, et on le voit dès que les managers sont sensibilisés au sujet, le comprennent mieux, ils vont adopter d'autres postures managériales et surtout aussi comprendre, ça passe par comprendre quel est leur intérêt. En fait, c'est peut-être plus intéressant de savoir que j'ai un collaborateur qui va être absent à telle ou telle fréquence que de devoir gérer un absentéisme perlé, imprévu, des personnes qu'on peut pas remplacer, on n'a pas les ressources, des transferts de savoir-faire qui sont compliqués. Donc voilà, on va passer de l'urgence à la prévention. Ok. Ces salariés aidants, qui sont-ils, en fait? Quand on analyse, tu dis que c'est un mot qui n'est pas connu. Et qui sont-ils? Est-ce que moi, DRH, dans mon entreprise, j'ai probablement des salariés aidants? Statistiquement, on va dire. Oui, la réponse, c'est oui. Parce que statistiquement, en France, on sait qu'on a... Donc, on dit qu'on a à peu près... les chiffres viennent pas de moi, viennent du ministère de la Santé. Grosso modo, 11-12 millions d'aidants en France. La moitié sont en activité professionnelle. Okay. D'ailleurs, quand on parle de salariés aidants, on inclut aussi les gens qui ne sont pas salariés, mais qui sont les indépendants. Oui. Et sur ces 6 millions de personnes, ce que ça représente en France, c'est environ aujourd'hui 1 salarié sur 5 dans les entreprises. Et on est en train d'arriver à 1 salarié sur 4. L'INSEE nous prédit que d'ici 2030, ce sera 1 salarié sur 4 en moyenne dans chaque entreprise française qui sera l'aidant d'un proche, un parent, un enfant, un conjoint, autre. Voilà. Pour te préciser, parce que souvent, on pense que l'aidant, que c'est un sujet féminin, exclusivement féminin. Oui. On me pose souvent cette question. C'est pas le cas. Alors, il y a une petite majorité, effectivement. Il y a plus de femmes que d'hommes qui sont aidantes. On est plus sur du 60-40. D'accord. Mais on voit que c'est quand même un sujet qui touche tout le monde et toutes les catégories socio-professionnelles. Donc voilà, il y a les maladies touchent absolument toutes les familles. Et il y a un chiffre qui est intéressant, c'est que en moyenne en France, l'âge auquel on devient aidant, et là c'est hyper contre-intuitif, c'est 34 ans. Ah oui, j'aurais pensé plus tard. Moi. Mais oui. Donc, c'est vraiment la période où on est censé déployer notre plein potentiel professionnel. Et donc, voilà, quand il y a l'irruption de ce temps de vie, c'est vrai que ça va bousculer pas mal de choses sur le travail.
Oui, qui peut être, qui correspond d'ailleurs à peu près à l'âge aussi moyen des premiers enfants Oui. aujourd'hui de femmes. Oui, qui c'est sont ça. de plus en plus tard. C'est ça. Et donc on peut se retrouver, Oui. je dirais, cadre, femme, par exemple, ou non cadre d'ailleurs, peu importe, femme qui travaille, et puis pas du jour au lendemain, mais en tout cas dans un laps de temps très court, et maman, et puis pourquoi pas aidante en plus. Exactement. Et là, la vie pro, elle est bousculée, quoi. C'est un challenge, ouais. Et du coup, est-ce que vous savez estimer le nombre d'heures qu'impacte, je dirais, une aidance pour un salarié Alors, on sait qu'en moyenne, quand on est aidant d'un proche, en moyenne, c'est 10 heures par semaine qu'on consacre à des tâches fonctionnelles pour s'occuper de son proche. Ah oui, c'est pas rien quand même. Bah non, c'est pas rien. Alors les tâches fonctionnelles, ça va être les rendez-vous médicaux, la coordination des intervenants, l'aide au déplacement, la maison, les aides, recherche d'aide financière, etc. Mais ce qu'on comptabilise pas, c'est le temps qu'on passe à s'inquiéter pour nos proches. Cette inquiétude en fait qui vient manger un peu une partie de mon cerveau et qui va produire des effets pendant ma journée de travail. Voilà. Et alors, ce qu'on sait, c'est que en termes de coûts pour l'entreprise, ce que ça représente, alors même si c'est assez difficile de trouver les données derrière sur les causes de l'absentéisme liées à l'aidance, puisque l'absentéisme, évidemment, il y a certaines catégories très bien identifiées, mais on n'identifie pas l'aidance parce que c'est un sujet confidentiel sur l'absentéisme. Mais on sait, il y a une économiste française, Nathalie Jussot, qui a fait une évaluation des coûts de l'aidance pour l'entreprise quand elle n'est pas accompagnée à hauteur de un coût annuel de 10% de la masse salariale chaque année, donc c'est quand même pas négligeable. Il y a une étude canadienne très bien faite qui a aussi estimé que le fait d'être aidant en termes les impacts en termes d'absentéisme et de présentéisme conduisait à une baisse globale de la performance de l'ordre de 22 à 27% en moyenne. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle c'est un sujet qui est sur le bureau de tous les DRH. Ok, ouais, je comprends bien. Alors, il y a un chiffre qui m'a marqué quand j'ai préparé, c'est 75% des aidants n'informent pas leur employeur de leur situation. Je trouve ce chiffre énorme. Et est-ce que tu confirmes déjà ce chiffre? Je confirme. Ok. Et comment changer cette dynamique en fait? Comment faire en sorte que les collaborateurs osent en parler à leur manager, à leur service RH, peut-être déjà même à leurs collègues. Voilà. Alors, tu as déjà répondu au premier point qui est pourquoi ils n'en parlent pas, parce qu'on se pose cette question. Et tu as tout à fait... C'est la peur de vivre ce que tu as vécu? En fait, c'est ça. C'est une des principales raisons. En fait, il y en a plusieurs. Il y a la méconnaissance, donc j'avais abordé un peu au départ. Je ne sais pas très bien ce que c'est être aidant, mais la deuxième... C'est-à-dire que moi-même, je me rends même pas compte, en fait. Ben non, je m'occupe de mon proche parce qu'en fait, c'est naturel. Oui. Enfin, voilà, vous avez un enfant qui a une dyslexie sévère, vous vous occupez de son parcours scolaire, on sait que c'est un parcours du combattant pour les parents. Bon, voilà. Vous êtes papa, vous êtes maman, vous le faites. On le fait. Deuxième aspect, il y a une idée reçue qui est que si j'en parle, bien je risque de décorner mon image de professionnel, d'afficher une fragilité. Et on n'aime pas les fragilités, on n'aime pas le syndrome du maillon faible, on le redoute tous, donc autant se taire. Donc ça c'est un des premiers problèmes, c'est d'ailleurs c'est le leitmotiv derrière l'action de Mighty Millie, c'est de vraiment sortir l'image de fragilité qui est associée au sujet des aidants. Et donc ça passe par plusieurs choses, par des outils simples qu'on peut mettre en place dans les entreprises. Mais il y a aussi un autre point qui est très important, qui est que l'aidance est aussi peu abordée dans l'entreprise malgré son ampleur, parce que c'est un sujet qui est associé à la sphère personnelle. Donc c'est intime, c'est tabou, donc on arrive au travail, on pose notre uniforme d'aidant à l'entrée le matin, on le reprend le soir en repartant, mais pendant la journée, on n'en parle pas, on l'évoque pas, on est concentré sur le travail. Sauf qu'on voit bien que c'est illusoire. On a tous des téléphones pro, des perso, on soit des SMS. Exactement. Voilà. Donc, des notifications, des machins, des trucs. Exactement. Et puis, je garde tout le temps mon téléphone on, parce qu'il faut, en cas d'urgence, de santé, on n'a pas le choix.
Donc cette inquiétude, elle produit effectivement des effets sur ma concentration, mon attention au travail. Donc voilà. Donc c'est la raison pour laquelle le sujet rentre dans le travail et n'est pas abordé par les salariés parce que voilà, ils le connaissent pas bien. C'est un sujet intime et c'est associé à une fragilité. Donc ça, c'est les raisons. À partir de là, on fait quoi ? On voit bien qu'il faut en parler, qu'il faut sortir le sujet de la fragilité. Et aujourd'hui, moi, ce que j'ai constaté dans les entreprises, c'est qu'elles ont mis en place des dispositifs qui sont très axés sur la partie fragilité. Pour schématiser, en fait, il y a 3 grandes voies pour traiter l'aidance en entreprise. La première voie, c'est la voie réglementaire. Donc, il y a un congé de proche aidant. Je ne sais pas si tu connais. Voilà, il y a un congé spécifique. Est-ce que tu pourras peut-être en parler tout à l'heure ? Oui. Ouais, je me note ça. Voilà. C'est intéressant, ça. Donc, ça, c'est la voie réglementaire obligatoire, Okay. donc quand on remplit certaines conditions. La deuxième voie, c'est la voie de l'accompagnement social. Donc, beaucoup d'entreprises ont mis en place en interne ou en externe des plateformes d'assistance sociale qui font un travail formidable pour trouver des informations, aiguiller les aidants dans leur démarche administrative. Et la troisième voie, c'est la voie du management de l'aidance. Je vais revenir dessus après, mais déjà, je vais rester juste un instant sur la voie de l'accompagnement social. Parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que la voie de l'accompagnement social, elle est nécessaire, mais elle est souvent associée à une fragilité. Passer le bureau la porte du bureau de l'assistante sociale, c'est un peu le syndrome je suis un cas social, malheureusement. Donc, on arrive là un peu en bout de course, un peu quand on n'a plus d'autres solutions, et qu'on est vraiment perdu. Et puis beaucoup de gens veulent pas le faire parce que c'est associé à cette image qui va venir, qui pourrait écorner ma progression de carrière, même si tout, il y a une éthique avec les assistantes sociales, tout est absolument confidentiel. Mais donc on a beaucoup d'entreprises qui mettent en place ces dispositifs et qui voient qu'ils sont pas ultra activés, qu'il y a un taux d'utilisation qui est trop faible par rapport à ce qu'ils avaient imaginé et par rapport aux coûts qui ont été employés dans cette mise en place. Alors, pour moi, c'est la bonne voie qui va permettre de répondre aux besoins des aidants, de leur permettre d'activer des dispositifs et de gagner en temps et en sérénité. Parce que le problème, c'est que quand j'en parle pas, je suis pas serein et je perds du temps à faire énormément de recherches sur mon temps de travail. C'est de leur faire prendre conscience et on va agir sur toute la culture de l'entreprise que être aidant, en fait, c'est un temps de vie universel. Donc, on va vraiment parler de l'ampleur du sujet. Et c'est pas un sujet qui est associé à la fragilité. Donc, c'est pour ça que je parle d'une voie du management de l'aidance, c'est-à-dire qu'on va parler de l'aidance pas uniquement aux aidants, mais à tout le monde dans l'entreprise. Concrètement, tout le monde sera aidant un jour. Et quand quelqu'un est aidant, en fait, c'est pas une seule personne qui est impactée, c'est 3 personnes en réalité. Oui, parce que, ou confronté à l'aidance. C'est-à-dire que si c'est pas moi, c'est mon collègue, mon manager. Donc forcément, d'un moment à l'autre, je vais soit même aidant, soit au contact d'aidants dans l'entreprise, en fait. C'est ça. Et alors, quand je suis manager et que j'ai des aidants dans mon équipe, ils s'absentent, leur productivité diminue, il peut y avoir même des erreurs, on peut avoir des problèmes sur la sécurité. Et puis, c'est un sujet qu'ils ne savent pas très bien aborder parce que c'est lié à l'intime. Donc, soit ils ne comprennent pas, ils ne savent pas, soit ils savent pas comment en parler avec leurs collègues. Donc là-dessus, il faut les accompagner parce que c'est quand même eux qui supportent ces conséquences, en fait, sur le maintien de l'organisation au sein de leur équipe. Et puis, quand c'est pas le manager qui est au courant, mais un collègue à qui on s'est confié, par exemple, ça c'est souvent comme ça qu'on commence, on va se confier à un collègue à qui on est plus proche, quoi. En toute confiance. Donc le collègue sympa, il va vous couvrir si vous avez en retard, arriver en retard le matin, il va peut-être reprendre une partie de vos dossiers pour vos sujets pour alléger votre charge de travail, faire preuve d'empathie. Le problème, c'est l'empathie, elle dure quelques semaines, quelques mois, mais est-ce que ça peut vraiment durer plus longtemps ? Donc, on voit bien qu'on a plusieurs personnes impactées. Il y a l'aidant lui-même, il y a ses collègues, il y a son manager sur l'organisation de l'équipe.
Et en fait, c'est pas en traitant le sujet, en donnant cette image de fragilité et aller régler votre problème en dehors des murs de l'entreprise, soit en prenant des congés pour proches aidants, soit en ayant recours au service d'une assistante sociale, et en disant un message indirect aux salariés. Quand vous revenez du coup au boulot, là, vous êtes à fond. Non, en fait, on oublie qu'ils peuvent pas être à fond parce que l'inquiétude, elle est toujours là. Donc il faut, c'est un travail dans la durée, une posture de chacun qui va être aidante. Ok, très clair. J'ai 2 sujets sur lesquels je voulais revenir. Déjà, le congé proche aidant, tu peux juste expliquer ce que c'est parce que c'est un droit qui existe en France. C'est un droit, voilà. Ouais. Vous avez droit donc, à un congé de proche aidant quand vous remplissez certaines conditions. Et les conditions ont trait en fait à l'état de dépendance de votre proche. Donc il y a 2 types. Je vais faire assez simple. On ne pourra pas rentrer trop dans les détails, mais en fait on accompagne soit une personne âgée en très forte perte d'autonomie, soit on accompagne une personne en situation de fort de handicap au moins égal à 80%. Donc c'est vraiment des situations où là la perte d'autonomie, la dépendance est très élevée, et donc il y a un trou dans la raquette qui est que mon conjoint il est pas âgé mais il a un cancer, j'ai un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement, comme c'est le cas en France, en moyenne 2-3 enfants par classe quand même ont un trouble du neurodéveloppement. Je rentre pas dans les cases du congé de proche aidant. Donc déjà, ce congé, il a le mérite d'exister parce qu'il y a des besoins, mais il va pas pouvoir couvrir tout le monde. Okay. Donc on a des entreprises qui vont étendre en fait les droits à congé pour permettre à... Dans le cadre de leurs négociations sociales, avec leurs partenaires sociaux, etc. Exactement, à plus de personnes d'en bénéficier. Ok, très clair. Et je voulais juste revenir aussi sur ce chiffre de 75%, il m'a marqué. Oui. C'est franco-français, toi qui connais bien l'international. Dans les autres pays en Europe, en Belgique par exemple, ou dans d'autres contrées, est-ce que ce chiffre il est différent ou c'est vraiment quelque chose qu'on voit globalement en fait? Alors honnêtement, c'est un chiffre qu'on voit globalement. D'accord, ok. C'est pas spécifique à notre pays? Non, c'est pas spécifique à notre pays. Il y a même, il y a beaucoup de pays en fonction des cultures où on peut même pas travailler, parce que culturellement, traditionnellement, quand on a un proche qui est vieillissant, on doit s'en occuper. Et ça, d'ailleurs, c'est un problème dans certains pays qui concerne particulièrement les femmes. Mais sur nos pays, nos cultures occidentales, on est dans ces chiffres parce que malheureusement, le sujet reste trop abordé par la voie de cette vision sur un temps de fragilité. Alors qu'en fait, quand on est aidant, on n'est pas fragile. Ce qu'on fait simplement, c'est qu'on gère une situation de fragilité. Donc au contraire, c'est plutôt quelque chose qui montre qu'on agit, on fait preuve d'énormément de force, mais avec une grande discrétion. Ok. Alors, pour rentrer sur des actions concrètes que moi je pourrais mettre en place en tant qu'RH dans mon entreprise, quelles sont pour toi les premières étapes qu'une entreprise peut mettre en place pour identifier et ensuite accompagner les aidants? Alors, première étape, et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que mes clients m'abordent en me disant on sait pas par où. Il y a 2 manières. Ils me disent on sait pas par où commencer, ou alors on a mis en place des dispositifs, mais ils sont très peu activés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Est-ce qu'on a vraiment des aidants? Donc là, la première manière de le faire, c'est de faire un peu un diagnostic. Donc, on a plusieurs outils pour le faire. Soit on interroge tous les salariés de la boîte. Pour voir où ils en sont par rapport à ce temps de vie, pour voir comment ils pressentent la manière dont leur entreprise va les soutenir ou pas. Donc on va voir les freins aussi pour en parler, on va voir les leviers, on va voir les points de blocage. Et donc on va un petit peu, on va chiffrer aussi, ça c'est très important parce que ancienne fiscaliste, j'ai 14 ans de direction financière, donc je vois bien l'enjeu d'apporter des éléments chiffrés. Est-ce qu'il faut le faire justement? Est-ce que je peux le faire moi RH dans ma boîte, ou est-ce qu'au contraire il faut me passer par une autre structure qui va peut-être le faire avec un autre vocabulaire, une autre approche, et peut-être l'anonymiser aussi. Je ne sais pas comment fonctionner réellement là-dessus. Alors, si on veut que les gens se dévoilent, en fait. Oui, c'est ça. Alors, c'est très intéressant parce que moi, je suis une grande partisane du fait que le sujet de l'aidance ne doit plus être tu, et donc ne doit plus être anonyme. Sauf que la première étape, c'est quand même bien de commencer par un premier questionnaire anonyme la première fois qu'on en parle.
pour que les gens au moins vous donnent les infos. Et après, on va petit à petit les amener à en parler et on va sortir le sujet de l'anonymat. Mais la première étape, effectivement, c'est plus simple de tenir toutes les infos de manière anonyme. Donc, passer par un tiers, c'est les avantages. Nous, on a un outil qu'on a développé avec Opinionway sur une enquête en ligne qui fonctionne bien. Ça vous permet de sortir des données très claires sur les coûts, l'ampleur de l'aidance dans l'entreprise et les coûts cachés de l'aidance. D'accord. Donc là, l'idée, c'est vraiment de quelque part de faire l'état des lieux. Voilà. Est-ce que vous associez le service médical au travail? Est-ce que vous associez les IRP, s'il y a des IRP dans l'organisation? Comment est-ce que vous jonglez en fait avec tout cet écosystème aussi qui peut se sentir concerné par le bien-être de ses collègues? Oui, quoi. Ce sont des interlocuteurs. Ce qu'on fait, c'est que dans le diagnostic, on identifie effectivement les personnes clés avec lesquelles on a un échange pour comprendre un petit peu. Par exemple, l'assistant social. Alors, je féminise le métier, mais je pense qu'il est plus féminin que masculin. Mais l'assistante sociale qui existerait dans l'entreprise, par exemple. Tout à fait, parce qu'elles sont des interlocuteurs clés dans l'entreprise. Et en fait, on va faire un diagnostic du parcours de l'aidance dans l'entreprise. Donc, en voyant un petit peu quelles sont les personnes qui touchent à ce sujet et ce qu'elles observent comme frein avec les collaborateurs, ce qui va nous révéler pas mal de choses aussi sur la culture de l'entreprise. Et on va voir en fait les leviers sur lesquels on va pouvoir ensuite agir dans la mise en place des dispositifs. D'accord. Donc la première étape, c'est de faire un état des lieux de qui est concerné potentiellement, de ce qu'on fait pas dans la boîte. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait quoi ensuite ? Alors, on commence à parler du sujet parce qu'une fois qu'on a fait un diagnostic, on en parle et on écoute surtout. Donc, avec le diagnostic, on a commencé à dire aux gens qu'on les écoutait, mais on continue à les écouter. Donc, parler, c'est un plan de communication assez simple. Donc, on fait intervenir des experts pour parler de ce sujet. Donc, nous, tout ce qu'on fait, c'est basé sur les principes de la pair-aidance parce qu'on s'est aperçu que ça fonctionne hyper bien quand vous avez un aidant qui vient témoigner. Alors, ça peut être un aidant au sein de l'entreprise, ça peut être nous avec notre équipe d'aidants experts qui ont tous dû concilier leur travail avec leur rôle d'aidant et venir partager en fait des réflexions, des astuces, tout ça avec une vision tournée vers les solutions, vers ce qu'il est possible de faire pour continuer à travailler. Voilà, donc ça, on commence par communiquer, on étudie, on écoute les retours des collaborateurs suite à ces communications. Ça, c'est hyper riche. Parce que et puis alors on communique pas qu'une fois, parce que faut communiquer aussi de manière régulière. Il y a ceux qui sont aidants aujourd'hui, ceux qui le sont pas, mais ils le seront dans 6 mois, 1 an. Okay. Voilà. Donc c'est pas un sujet qu'on fait une fois et hop, c'est la case est cochée. Voilà. Okay. Ensuite, on va sensibiliser les managers. Ok. Parce que eux, clairement, comme on a vu, ils sont en première ligne pour le maintien de l'organisation dans les équipes. Donc, on va leur donner en fait des informations pour comprendre en fait quel comportement adopter quand il y a des aidants dans leur équipe, avec l'objectif d'apporter un soutien qui va permettre de limiter l'absentéisme et le présentéisme au maximum. Ok. Est-ce que vous sensibilisez aussi à ce stade? Est-ce que vous conseillez de sensibiliser aussi les collègues? Oui, alors ça... Parce que on peut avoir Tu parlais tout à l'heure du collègue qui est empathique, qui va aider, puis tu peux aussi avoir... on a tous eu des fois le collègue que t'aimes pas trop voir, soit qui veut te savonner la planche, soit qui dit de toute façon, elle est pas impliquée, il est pas impliqué, la preuve, etc. Et en fait, qui a pas conscience, forcément, de ce que vit son collègue de bureau ou d'open space. Ouais. Donc, ma question, tu vois, parce que tu parlais des managers, mais moi, tu vois, je me suis dit, manager, c'est un sujet, mais des collègues, est-ce qu'ils comprennent, en fait, aussi la problématique? Non, mais tu as tout à fait raison. C'est l'objectif, en fait, quand on fait des conférences qui peuvent se faire sur place ou en format webinaire pour les entreprises multisites, l'objectif, c'est de sensibiliser tout le monde, en fait, et de rapprocher tout le monde sur un peu une cause commune. Parce que on sait très bien en fait se lier les uns aux autres sur un sujet commun. Donc quand ils comprennent le volume des personnes concernées, qu'en fait j'ai un collègue à droite, un collègue à gauche qui sont concernés et que demain ça sera moi,
Tout le monde comprend les effets, en fait, ce que ça implique en pratique, de s'occuper d'un proche. On détaille, on donne des explications et on va libérer la parole sur le sujet pour tout le monde. Donc, effectivement, les collègues, les managers, les interlocuteurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir, et ça, les entreprises commencent à le faire de plus en plus, un interlocuteur dédié. Donc un référent aidant dans l'entreprise. Okay. Parce que quand je deviens aidant, je fais quoi en fait dans l'entreprise à qui je m'adresse? Au début, on est un peu perdu. Ah, c'est intéressent ça. Moi, j'aurais pensé que c'était la RH ou. Oui, alors. Ou je sais ce que tu vas me dire, mais le responsable diversité inclusion ou. Je jure. Le responsable diversité. Je pense que c'est pas un sujet de diversité et d'inclusion parce que quand un sujet touche chaque année 25% des collaborateurs et en réalité tout le monde va être touché, on n'est pas dans l'inclusion. C'est un sujet universel. Donc l'idée serait plutôt d'avoir effectivement une personne référente en interne qui n'est pas forcément RH ou... Alors, quelqu'un d'expert sur la question. Alors, c'est plutôt pas mal que ça soit quelqu'un rattaché à la fonction RH. D'accord. Et qui, en fait, puisse être le bureau dans lequel on se rend, qui va nous aiguiller chacun, cas par cas, vers la solution qui me conviendra. Okay. Que ce soit les dispositifs internes ou les dispositifs externes. Ok, d'accord. Ok, donc là on est plus dans l'accompagnement du coup, au quotidien. Et est-ce que c'est un sujet aussi, un sujet qui m'intéresse moi, un sujet de marque employeur. Est-ce que c'est un sujet qui doit être valorisé en interne et en externe? Je pense que si on est vraiment engagé, si on est un employeur engagé sur ce sujet, tu en connais peut-être, j'imagine que tu en connais en plus. Donc oui. Alors la réponse c'est oui, c'est un sujet de marque employeur parce que on sait qu'aujourd'hui avec les tensions sur le marché du travail, la problématique de rétention d'attractivité, de rétention des talents, il est bien évident que je suis obligée de prévoir, de modéliser dans les parcours de mes collaborateurs les temps de vie qui vont produire des effets sur leur travail, produire des effets sur le transfert des compétences, les formations, les recrutements. Tous ces sujets-là. Et je pense qu'aujourd'hui, une entreprise, aujourd'hui et demain, une entreprise qui ne soutiendra pas ses collaborateurs aidants n'attirera plus des talents dans son organisation. Donc c'est bien évident, il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris ce sujet, qui l'ont pris, alors qu'ils font rentrer soit par cette voie marque employeur, la voie de la responsabilité, qui en fait partie de la responsabilité sociale et sociétale. Et c'est vrai que sur le pilier social et sociétal, c'est un aspect essentiel. Avec ce qui est super intéressant, c'est que les outils à mettre en place, ils sont assez simples. Et puis une fois qu'ils sont bien mis en place, c'est extrêmement efficace et ça va avoir des effets sur la réputation de l'entreprise demain, la manière dont elle recrute ses employés. Il y a des entreprises que tu trouves emblématiques de cet engagement d'accompagnement des aidants aujourd'hui, qui ont vraiment franchi le cap et qui l'affirment, et qui le font, bien sûr, qui disent qu'ils le font, qu'ils font ce qu'elles disent. Ouais. Moi, je pense à La Poste, qui est une des premières entreprises à avoir pris ce sujet dès 2016, qui a mis en place tout un programme d'accompagnement, de soutien, avec soit des dispositifs d'aménagement du temps de travail, des aides administratives, un soutien psychologique, un guichet des aidants et un certificat pour les aidants, certificat d'aidant. Donc on se reconnaît et on bénéficie, on est reconnu comme aidant et avec ce certificat, on a accès à un certain nombre de droits et donc c'est partagé aussi avec la RH et les managers. Et donc c'est un système qui fonctionne. Ils ont une approche qui fonctionne très bien. Enfin, ça fait des années. Si ça fonctionnait pas, ils auraient arrêté. Et je crois qu'aujourd'hui, oui, ils ont pas loin de 5000 personnes qui ont ce certificat d'aidant et qui bénéficient en fait de soutien et donc sont en mesure de poursuivre leur carrière, de conserver leurs ambitions professionnelles grâce à leur employeur, en fait, très sensibilisé. Ok. Tu expliquais qu'au sein de
ton équipe, tu avais des experts aidants. Des aidants experts. Des aidants experts. Je vais mettre ça dans le bon ordre. Combien on devient aidant expert ce sont des gens qui sont salariés de ton entreprise? Alors, les aidants experts, en fait, ce sont des personnes qui ont été aidantes pendant de nombreuses années ou qui le sont encore actuellement. Ok. Ils seront probablement Donc, encore qui ont demain. vécu malheureusement cette expérience. Cette expérience. Alors, je dirais pas malheureusement, parce qu'il faut arrêter de dire malheureusement. D'accord, ok. Il y a aussi des beaux moments quand on s'occupe d'un proche. Oui. Ces personnes qui ont transformé en fait leur savoir expérientiel en l'associant à une compétence, une expertise en management ou en coaching ou en thérapie brève ou en neurosciences, et qui donc deviennent des experts de ce temps-là et accompagnent ceux qui deviennent aidants aujourd'hui pour résoudre toutes leurs questions pratiques. Comment est-ce que je tiens dans la durée? Qu'est-ce que je fais au moment où je deviens aidant? Comment je gère les tensions familiales? Comment est-ce que j'en parle avec mon manager? Je me sens hyper fragilisée. Quels sont aidez-moi à me sentir à me sortir de tout ça. Et en fait, ces aidants experts, ça fonctionne. Tous les accompagnements fonctionnent sur le principe de la paire aidance. C'est ça qui fonctionne hyper bien. C'est-à-dire qu'on va directement au cœur des problématiques quand on est entre pairs, et donc on va beaucoup plus vite au cœur des solutions. Et comment tu les recrutes au sein de My Team Family? Mighty. Alors en fait, ce qui est marrant, c'est qu'ils viennent. Je suis en pleine forme. Mighty Millie. Comment est-ce que tu les recrutes? Eh ben, ils viennent vers nous en fait, parce que on est. Je pense qu'on a été aussi identifiés comme ça, comme étant vraiment des experts de l'aidance. On travaille à 100% sur ce sujet-là, les salariés aidants. Et donc, moi, je reçois super souvent des CV de personnes qui souhaitent rebondir sur leur expérience d'aidant et trouver une utilité, un sens en fait dans le parcours qu'ils ont traversé pour partager en fait leurs astuces avec ceux qui deviennent aidants aujourd'hui. Et alors, c'est ça qui est super intéressant, parce que ça me permet de rebondir sur un point essentiel, qui est que les aidants, s'ils ne sont pas fragiles, c'est aussi parce qu'ils développent des compétences qui sont extrêmement utiles, extrêmement riches pour eux et pour les entreprises qui les emploient. Il y a tout un tas de compétences en termes d'organisation, gestion des conflits, gestion des urgences, des priorités. Quand on est aidant, on est orienté résultat. On fait face à plein de questions à résoudre. On ne va pas juste essayer de les résoudre, on va trouver une solution. Donc on est très persévérant. Des compétences en termes d'écoute, d'empathie, de coordination d'équipe, de profils différents. Et ce qui est amusant, c'est qu'on s'aperçoit que quand on en parle aux aidants, ils découvrent un sujet qu'ils n'avaient pas du tout en tête. Quand on en parle aux managers aussi, ils découvrent que les aidants ont des compétences. Alors, et tout de suite, ça permet de changer de regard et de se dire mais en fait, c'est peut-être pas le maillon faible en fait. Quand c'est à la fois le manager qui dit ça et à la fois l'aidant, là, en fait, on a gagné, parce qu'on va aller vers une relation qui va permettre d'apporter de réintégrer de voir les danses avec un autre regard, un regard plus qui est sur la construction d'une compétence et d'une richesse dans les parcours des collaborateurs. C'est clair. Ça pourrait même être un jour reconnu, je sais pas, comme une compétence. Enfin, si on allait au bout du raisonnement. Il y a des gens sur LinkedIn qui marquent dans leur profil, commencent à marquer aidant. Donc, par exemple, directeur commercial et aidant. Ou d'autres qui mettent responsable technique et ex-aidant. C'est assez intéressant. Et d'ailleurs, quand j'en vois, généralement, je leur envoie un message pour les féliciter. D'oser l'afficher, en parler et de faire en sorte que ça se diffuse aussi. Exactement. Il existe des labels ou des certifications d'entreprises qui sont vraiment engagées sur le sujet aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a un label principal en France qui est le label Capandéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants, qui a été lancé avec Clésia et qui est porté aujourd'hui par l'AGIRC et l'ARCO. Donc avec un processus de labellisation, de revue de tous les dispositifs mis en place par l'entreprise. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont suivi ce processus de labellisation et d'ailleurs nous on est référencés dans
dans les dispositifs intéressants à mettre en œuvre pour obtenir le label. Et puis, il y a un prix annuel qui est soutenu par le groupe Audience, qui s'appelle Entreprises et salariés aidants et qui récompense tous les ans, au mois de septembre, 3 entreprises qui ont mis en place des dispositifs remarquables de soutien du temps de vie de l'aidance. Ah, top. Je mettrai les liens dans la description de l'épisode, parce que je trouve ça effectivement hyper intéressant. Comment est-ce que tu vois évoluer le rôle des aidants face à l'augmentation du nombre d'aidants? Là, tu parlais de 1 sur 5, bientôt 1 sur 4. Et la pyramide des âges faisant qu'on travaille de plus en plus tard, qu'on vit de plus en plus tard. Est-ce que tu penses que ce chiffre ne va pas baisser, du coup? Non. À contraire, il va peut-être même en continuer. Ouais. En 2040, 2050, ça devrait être peut-être encore un chiffre plus important que 25%. Oui. Comment tu vois évoluer le rôle des entreprises? Est-ce que tu sens vraiment aujourd'hui une prise de conscience que c'est maintenant et qu'il ne faut pas attendre 25 ans pour s'en occuper, quoi? Je pense que les entreprises le savent. La question, c'est qu'elles réalisent quels sont les dispositifs les plus adaptés et qui sont les plus intéressants économiquement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en place des choses en cochant juste la case. Il faut mettre en place des choses qui vont être efficaces. Et donc, là où il n'y a pas de secret, c'est on prend les danses comme un temps de vie normal, universel. On sait que les entreprises, elles peuvent modéliser les congés maternité ou parentalité dans les entreprises. Là, on est sur un sujet de parentalité 360 et donc il faut que demain, l'entreprise soit capable d'intégrer ce sujet-là, que ce soit au moment du onboarding, que ce soit au moment où des temps de vie de l'aidance un peu critiques qui sont quand le collaborateur devient aidant, le moment intermédiaire qui peut durer très longtemps, parfois toute une vie, où il est aidant, il concilie ça avec son travail, et puis le temps final où malheureusement parfois, voilà, c'est la question du deuil, du retour au travail, qui est un temps très important aussi, où l'entreprise a un rôle à jouer à nouveau pour réintégrer le collaborateur. Et on sait que le deuil, c'est pas juste les congés pour deuil de 4 jours, hein, ça il porte mal son nom, ça devrait s'appeler un congé pour enterrement. Le processus de deuil, évidemment, est beaucoup plus long. Donc voilà, je pense que l'entreprise doit mieux modéliser en fait le parcours de l'aidance, l'intégrer dans le parcours des collaborateurs. Ok. Tu as cité La Poste, c'est une très grande entreprise. Si je suis RH dans une entreprise plus petite, 50, 100 personnes, c'est aussi possible? Bien sûr. Bien sûr, tout est possible. Alors, ça vous arrive, vous, d'accompagner des entreprises beaucoup plus petites que celles de La Poste? Oui. Alors, je pense à une entreprise qui a un gros cabinet d'avocats, mais effectivement, ils ne sont pas 10 000. Et donc, le cabinet d'avocats français Hogan Lovells, qu'on accompagne, on a mis en place avec eux une communauté interne d'aidants, de pairs aidants, donc de collaborateurs qui sont aidants et qui, en se réunissant de manière régulière, avec notre assistance, on va faciliter les échanges, on partage en fait des astuces, on trouve des solutions à des problèmes communs, on résout des questions complexes, on leur apporte beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations et surtout ce qu'on leur apporte, c'est de la reconnaissance. Et ils ont réussi à créer cette communauté d'aidants en interne qui se réunit régulièrement et ça a des effets assez incroyables en termes de cohésion, en termes de visibilité du sujet pour le reste des collaborateurs du cabinet. C'est en quelque sorte devenu un interlocuteur facile quand quelqu'un devient aidant. Il va pouvoir poser des questions à la communauté pour avoir des premiers... un premier guide en fait sur les dispositifs disponibles. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? Un sujet que j'ai pas abordé, peut-être par mes connaissances du sujet, et toi dont tu aurais aimé parler? Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais. Avant que je te pose mes traditionnelles questions de fin d'épisode, en une phrase, allez, en 2 phrases si tu veux, mais en très très court, quel message t'aimerais adresser aux DRH, aux managers, aux dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui sur le sujet des aidants? En une phrase, je leur dirais
vous serez aussi aidant demain et faisons ensemble de l'aidance une force au sein des entreprises, à la fois pour les hommes et pour l'entreprise. Ok, le message est passé. Merci. Alors, mes petites questions traditionnelles que je t'ai envoyées en amont. Est-ce que tu pourrais nous raconter une anecdote pro qui t'est arrivée, quelque chose que tu n'as encore jamais raconté à personne? Alors, oui. Je pense à un rendez-vous qui a une tournure un peu inattendue avec un DRH qui nous a demandé de venir présenter nos dispositifs, nos outils pour soutenir les danses dans son groupe. Donc le rendez-vous se passe normalement, je fais mon pitch habituel, les enjeux, les solutions, les outils, etc. Et puis alors il acquiesce, je vois bien que trouve le sujet intéressant, les outils pertinents. Donc mais il parle pas beaucoup. Il acquiesce, il dit oui, ok, intéressant, continuez. Et puis à un moment, je vois sa voix commence à trembler, chevrotante. Et là, début de craquage. Et il me dit en fait, le sujet me parle particulièrement. Parce que je suis en plein dedans. Ma maman a été diagnostiquée comme étant atteinte de la maladie d'Alzheimer. Je suis effondrée. Je ne sais pas comment je vais gérer avec mes responsabilités. Voilà. Et donc là, le rendez-vous s'est transformé en mini-coaching, on va dire. Et voilà, c'est une anecdote intéressante parce que ça montre à quel point ce sujet touche absolument tout le monde dans l'entreprise. Et c'est pas parce que quelqu'un fait partie du top management de l'entreprise et a peut-être des moyens financiers supérieurs qu'il n'a pas cette inquiétude pour le bien-être de ses proches. On le partage tous. Il y a un gros sujet de culpabilité pour les aidants, en fait. Culpabilité de ne pas s'occuper assez bien de son proche ou de passer assez de temps avec eux ou de ne pas faire ce qu'il faut faire. On a, je ne sais pas si tu avais vu passer quand la PDG de la RATP, Catherine Guillouard, en 2022, a quitté son poste pour s'occuper de ses deux parents. Donc on voit que le sujet touche toutes les strates de l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est grâce à ça qu'on peut relier aussi. C'est un nouveau sujet pour relier, rajouter, continuer à mettre de l'humain dans les entreprises. L'exemplarité, voilà, le comportement de chacun sur un sujet qui nous concerne tous. Ok, très clair. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'écouter, d'interviewer sur cet épisode, sur ce podcast? Et franchement, il est temps que je prenne de la vitamine C. Donc je refais ma question. Est-ce qu'il y a des personnes que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Alors, Laurent Sulin, justement, à La Poste, qui a mis en place ce programme de soutien de l'aidance qui est, pour moi, assez exemplaire. Et puis, je penserais à Jamila Etrib, qui est en fait une doctorante avec laquelle on travaille, qui fait une thèse, est en train de terminer une thèse qu'on a soutenue sur le développement des compétences des salariés aidants et leur valorisation par les entreprises. Donc là, on a une mine, une richesse, avec derrière l'idée, c'est vraiment d'aider les entreprises à mettre en place un process qui leur permette de s'appuyer sur ces compétences, ces soft skills qui sont insoupçonnées et sous-utilisées. Ok, merci pour ces deux propositions. Comment est-ce que tu fais ta veille professionnelle ? Est-ce que tu écoutes des podcasts? Est-ce que tu lis des livres, des séries? Quels sont les contenus en fait, que tu aimes dévorer pour t'enrichir Alors, je fais une veille professionnelle sur le sujet de l'aidance, beaucoup à l'international, caregiving. D'accord. Puisque c'est un sujet qui concerne tous les pays. Donc, j'examine avec attention en fonction des cultures, des différences, des traditions,
ce qui fonctionne pas, ce qui a été amélioré. Donc, je lis beaucoup de littérature en anglais sur ces sujets. J'échange avec beaucoup de contacts aussi sur l'étranger, RH dans des entreprises à l'étranger, sur la manière dont ils abordent ça. Donc, les Anglais, par exemple, sont plus avancés que les Français sur la question. Okay. C'est intéressant. Ouais, les Anglais américains ou les Anglais Non, les Anglais d'Angleterre. Les Anglais d'Angleterre. Du Royaume-Uni. De l'autre côté de la Manche. Voilà, ils sont pas si loin que ça. Ok. Donc évidemment, je lis beaucoup de livres. Et donc podcast, oui, mais plus, pas particulièrement sur le sujet des aidants. Je pensais parce que on parle quand même de plus en plus du sujet des aidants, et pour qu'ils continuent à rentrer, oui. que les salariés l'aient bien en tête, c'est très bien. Il y a eu récemment une série de 2 épisodes qui s'appelle Aidants, avec Clémentine Célarié et Bruno Solo. D'accord. Un peu sur le mode de Vie ma vie, où en fait ils ont pris le rôle d'un aidant, okay, auprès d'une personne qui est en situation de handicap ou de maladie pendant 24 heures. Et donc on voit au travers de ce documentaire, c'est super. En plus, c'est 2 personnes qui sont plutôt amusantes, oui, pleines de ressources. Le quotidien, correspond le quotidien d'un aidant, et les compétences incroyables qui sont mises en œuvre dans ce rôle. Non, mais écoute, je savais pas qu'il y avait une série qui peut parler de ce sujet. Il y a 2 épisodes sur France Télévisions. Ouais, mais bien déjà. Voilà, ouais, super. Ok. Et puis des livres, peut-être tu m'avais posé la question. Est-ce qu'il y a des livres que tu pourrais recommander de lire? Ouais. Alors je pense aux livres notamment écrits par 2 personnes qui font partie. On a 2 auteurs dans l'équipe Mighty Millie. Okay. Donc on a Bertrand Noiron-Nérin qui a écrit Petit journal d'espérance et Vous aviez dit que j'allais mourir, donc aidant de son épouse. Donc voilà, livre extrêmement tourné vers une vision optimiste de ce rôle d'aidant malgré les difficultés qu'on traverse. Et puis Axel Hubert qui a écrit 2 ouvrages également. Si je ne peux pas marcher, je courrai. Donc elle a accompagné son conjoint atteint de la maladie de Charcot. Et un ouvrage sur le deuil, une odyssée, hyper intéressant pour donner des repères sur un sujet encore méconnu, tabou, le processus de deuil, et nous permettre de nous relever, de reprendre un élan de vie personnel et professionnel. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup Caroline. Merci. C'est très très riche. Merci de nous avoir partagé ton expertise sur ce sujet important et qui concerne tout le monde. En fait, voilà, c'est pas juste les autres. C'est ça. Voilà, donc il concerne tout le monde. Je mettrai tous les liens de tout ce que tu as cité dans la description. Je mettrai aussi les liens parce que tu as un document que je trouve plutôt bien fait sur ton site, qui est un peu le plan d'action en fait, RH pour un RH qui aurait à traiter ce sujet en entreprise. Oui. Qui est un document qui fait que je crois 4-5 pages, qui est assez court mais assez pragmatique, donc moi j'aime bien. Un plan d'action. Ouais, voilà, donc ça je mettrai le lien, et puis si on veut te contacter d'ailleurs. Alors facilement, LinkedIn, ouais. Super simplement, oui. Je réponds à tous les messages, j'essaie d'être rapide. Ouais, moi c'est pas toujours parfait moi là-dessus. Ouais. Mais ça fonctionne bien, sinon par mail. D'accord. Échanger, ne serait-ce que pour avoir j'aime bien expliquer aussi aux entreprises comment fonctionne en fait l'accompagnement des aidants. Essayer de rendre ce sujet le plus clair possible et présenter tous les outils qui existent, pas que les nôtres, mais en fait ce qui existe en fait sur le marché. Ok, je mettrai ton email dans la description si tu m'autorises de l'épisode. Merci Caroline. Merci Florent. Rentre bien en Belgique. Et au plaisir de se recroiser en tout cas. Avec joie. Merci, à bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify.
N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!